Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous du lundi soir sur Canal Algérie. Ce soir, nous vous proposons de nous plonger dans les enjeux stratégiques qui dessinent l'avenir économique de notre pays. L'Algérie se projette vers de nouveaux horizons. En témoigne la récente visite du Premier ministre Sifi Ghrieb à Souk Haras et à Annaba sur instruction du chef de l'État, qui en est la parfaite illustration, bien sûr. Accélération du quai minéralier, modernisation de la ligne ferroviaire Est. Ces grands chantiers ne sont pas de simples infrastructures, mais les piliers d'une ambition nationale. Comment ces projets vont-ils transformer notre chaîne du phosphate, dynamiser nos exportations et renforcer la position de l'Algérie sur l'échiquier mondial? Quels défis restent à relever et quelles opportunités se dessinent pour nos régions de l'Est? Et autant de questions auxquelles nous essayerons de répondre avec bien sûr la présence de nos invités. Je commencerai par Monsieur Kamel Mohamdi. Vous êtes expert en développement durable, enseignant à l'université de Boumerdès. Monsieur Kamel Mohamdi, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Bonsoir, très heureux d'être parmi vous. Nous avons également avec nous Hicham Bab Ahmed, notre consultant. Hicham, bonsoir. Bonsoir. Et également Sami Qaidi, consultant également de la télévision algérienne. Sami, bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, j'ai une question à poser. Libre à vous de commencer. Peut-être vous, monsieur Mohamdi, si vous le voulez. Est-ce qu'on peut parler d'un avant et d'un après Garage Billet? Est-ce qu'il y a un effet psychologique? Est-ce qu'on se dit désormais de tels exploits, puisque c'en est un, sont possibles autant par rapport à la qualité des ouvrages que le délai, un délai qui nous a souvent fait défaut, le respect des délais? Tout à fait, on peut parler effectivement d'un avant et d'un après. Oui. D'autant plus que Garage Billet, c'est une ancienne histoire et c'est un défi en fait. Ouais. C'est un rêve qui s'est réalisé. Oui. Et je pense que le timing dans lequel Garage Billet effectivement est arrivé pratiquement à la fin des travaux, il va être mis en route. Vous avez le grand aussi, le méga projet donc de phosphate donc de Bled El Hadba et bien sûr la dorsale centrale avec bien sûr supportée par cette densification du rail avec ces trois, comme on dit, voies ferroviaires qui vont débloquer non seulement je veux dire le côté exploitation du minerai, mais ils vont débloquer carrément le développement, et je dirais durable, de tous ces territoires donc, qui étaient pratiquement, on va dire, enclavés, isolés. Et donc, je pense que c'est le début comment on dit, d'un développement et d'une croissance qui va nous permettre de sortir avec cette stratégie donc hors hydrocarbures, donc d'aller vraiment vers une économie bien assise qui va exporter, qui va sortir effectivement de ce on va dire ce schéma hydrocarbures commerce, sachant que je veux dire, les hydrocarbures sont sujets à fluctuation, enfin, comme toutes les matières premières. Mais disons que les hydrocarbures... c'est le fait de dépendre exclusivement des hydrocarbures qui pose problème, justement. Hicham, cet effet psychologique, vous le ressentez dans la sphère économique et peut-être même chez les citoyens, il y a un déclic, un tel exploit, un tel projet, quand il se réalise, ça a un effet sur les gens? Exactement, c'est un effet propulseur parce que rester dépendant des hydrocarbures est un danger stratégique pour un pays. Donc rester dépendant d'une seule ressource qui dépend, même ces tarifs ne dépendent pas exclusivement de l'offre et de la demande. Et donc, du coup, ce genre de projets vont propulser l'économie algérienne à travers création d'emplois, à travers les chemins de fer, parce que même surtout la ligne ferroviaire. Au niveau logistique, il y a certaines zones où faire déplacer un produit coûtait plus cher des fois que le produit lui-même. Donc, tout ça va enclencher une dynamique importante. Et le fait que
ce soit un projet qu'on attendait depuis 50 ans. Hein. Certains ont douté lorsque on avait annoncé un délai de réalisation qui, d'ailleurs, on a fait moins que le délai prévu, hein, puisque ça a été réalisé en 20 mois. C'est un peu cette attente hein, qui a fait que ça a provoqué un certain déclic chez les gens. C'est une preuve quand on met la science au cœur des projets stratégiques. On trouve des résultats. Il fallait le faire, il fallait faire confiance à nos compétences et à nos scientifiques, et le résultat y est. Très bien. Samir Qaïdi, vous avez suivi hein, la récente visite du Premier ministre Sifir Riyeb sur instruction du Président de la République. Il s'est rendu à Annaba, il s'est rendu également à Soukharas. Quel est l'objectif principal de cette visite et quel message voudrait faire passer le gouvernement à travers cette démarche, à travers cette visite? Le message est clair, c'est qu'après la livraison du projet structurant de Raj Bilat, il fallait continuer sur la lancée. Continuer sur la même lancée, accélérer la cadence pour une livraison avant la fin 2026 tant du projet du dédoublement de la voie ferroviaire linéaire de l'Est sur un linéaire de 422 ou 421 km et également l'extension du port minéralier de Annaba pour pouvoir mettre en œuvre cette charpente qui servira à l'exportation du phosphate et l'utilisation également de la mine de phosphate de Bled Lahadba. Donc on est sur une même dynamique, l'accélération de la cadence pour la livraison dans les délais impartis. Très bien. Alors, comment s'inscrivent, M. Mohamdi, ces projets, le quai minéralier et puis la ligne minière Est dans la stratégie globale justement de diversification des exportations et du développement économique surtout de l'Algérie? Oui, en fait, si on regarde bien les deux méga-projets, aussi bien Garage Bilat que... Alors il y a eu l'Ouest, donc maintenant... L'Ouest et l'Est. Voilà. Et vous avez toute une, on va dire une chaîne de valeur qui se crée pour le fer, donc qui va devenir acier bien sûr après transformation. Et de l'autre côté, donc vous avez le phosphate, donc avec une qualité bien sûr une très bonne qualité. Et qui, bien sûr, vont créer une espèce de moteur, on va dire, avec deux moteurs hein, qui vont pratiquement, on va dire, créer cette dynamique pour d'autres secteurs. Parce que si on regarde les deux projets, qui sont quelque part, ils sont reliés, mais je veux dire que les deux projets vont pouvoir alimenter, si vous voulez, la dynamique pour d'autres secteurs qui vont pratiquement on va dire, ça va de l'emploi à l'industrie, à l'intégration. Et là, nous avons, dans les deux cas, en fait, nous avons pratiquement une intégration verticale où pratiquement, bien sûr, il y a les partenaires industriels des deux côtés, mais surtout l'Algérie peut effectivement maîtriser pratiquement le process depuis la mine, donc jusqu'au quai minéralier pour l'exportation. Et quelle exportation? Parce que le quai minéralier, effectivement, c'est une première aussi, parce qu'il va pouvoir accueillir, on va dire... On va y arriver justement, monsieur on va dire des gros... de toute façon, pour jouer sur le coût, bien sûr, et la rentabilité. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut parler, Hicham, d'un véritable tournant historique pour ce port de Annaba avec justement cette extension et ce quai minéralier? Oui, la position de... C'est-à-dire, je veux que le téléspectateur prenne la mesure hein, de ce projet, parce que pour le citoyen lambda, peut-être qu'il ne réalise pas c'est quoi ce quai minéralier. Donc je voudrais que vous nous donniez un peu cette dimension de ce projet. Oui, alors ce genre de quai est disponible dans des grands pays exportateurs de minerais et de produits. Et c'est destiné à une industrie mondiale, donc à un positionnement de l'Algérie au niveau mondial dans le domaine du phosphate. Le phosphate est demandé dans plusieurs pays du monde, mais il y a une bourse aussi. Donc il pourrait être exporté non pas comme matière première, mais comme produit fini à très très haute valeur ajoutée dans tout ce qui est agriculture, etc. Donc pour exporter une quantité aussi importante,
et avoir des économies d'échelle, on doit adapter le port en fonction de cette quantité. Donc il fallait préparer le port. Donc c'est toute une stratégie, c'est une chaîne de valeur qui a été créée pour que l'exportation se fait d'une manière, une quantité importante, à des délais respectés, parce qu'au niveau mondial, le temps, c'est plus précieux que de l'argent. Et donc, du coup, il fallait s'y adapter. C'est ça le projet qui a été fait. Le choix d'Annaba, justement, Samy, comme point névralgique de cette nouvelle stratégie minière nationale? Oui, ce qui mérite d'être souligné, c'est que c'est le port le plus proche de la mine de phosphate et Annaba est un point stratégique en face de l'Europe, au cœur de la Méditerranée. Mais cette extension, je pense qu'il faut quand même aussi apporter des éléments complémentaires. C'est que le projet en tant que tel, c'est 82 hectares de zone arrière qui est prévu, l'extension de la digue principale sur 1400 mètres également, et le quai minéralier qui est d'une profondeur de 16 mètres et d'une longueur aussi de 1600 mètres. Donc on voit bien que c'est toute une hyperstructure qui sera prévue dans ce port stratégique, encore une fois en face du continent européen, au cœur de la Méditerranée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vision d'aller au-delà des partenaires historiques de notre pays, car en ce qui concerne ce projet de phosphate, il y a déjà des accords, des mémorandums d'entente avec une compagnie indonésienne, et donc on voit bien qu'il y a une volonté d'aller au-delà aussi du voisinage direct de notre pays. Oui. Alors, justement, vous faites bien de parler de nos voisins, de nos partenaires traditionnels. Quels sont les atouts justement sur lesquels peut jouer l'Algérie pour faire valoir justement le phosphate, par exemple, sur le marché international, pour pouvoir décrocher d'autres marchés autres que ceux qu'on a déjà? Oui, de toute façon, toutes on va dire les études qui ont été faites montrent que le phosphate algérien, ou bien tout ce qui est engrais azoté ou phosphaté, sont pratiquement à des coûts qui sont vraiment très concurrentiels à l'échelle internationale, y compris par les grands ténors, si vous voulez, du phosphate. Et de ce point de vue, le coût énergétique, on va dire, nous avons le gaz. Ben la plupart des pays qui ont des réserves et qui vendent du phosphate n'ont pas cet atout-là. Oui. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est le fait que nous avons affaire à une intégration, encore une fois, verticale. Ce n'est pas que la mine. Oui. Vous avez tout ce qui va autour, et en plus, vous avez une espèce de synchronisation, de symbiose, qui fait par exemple que le déchet donc, de garage billet, par beaucoup de phosphore, etc., lors de la déphosphorisation, on peut effectivement, avec de la chaux et un certain process, vous pouvez effectivement fabriquer de l'engrais, on va dire, low cost. C'est-à-dire, bon, il est un petit peu de basse qualité, mais si vous ça se vend en fait pour les agriculteurs. Oui. Par contre, le phosphate de bled al-Hadba, par exemple, bon, c'est un phosphate premium, je veux dire. Donc vous voulez dire, pardon, M. Mohamed, si j'ai bien compris, on peut voir le phosphate de Garage Billet arriver justement sur le quai minéralier de Annaba, peut-être pas pour la transformation. Je veux dire, peut-être pas arriver parce que vous avez le coût du transport. Justement, et pour ça que je me pose la question. On revient toujours aux réalisations ferroviaires. C'est-à-dire si la rocade donc, des hauts plateaux se met en place, donc entre Tébessa pratiquement et on va dire Tlemcen, à ce moment, si elle se met en place, donc vous pouvez transporter donc ces scories, on va dire, de phosphore, qui vont aller alimenter, elles vont être blendées, si vous voulez en faire du blending. Et ça se fait. En fait, par exemple, quand on parle d'engrais, bon, je ne suis pas spécialiste en agriculture, en agronomie, mais je sais que, par exemple, le type d'engrais que vous mettez en agriculture dépend de la qualité des sols. Donc, si vous prenez le Nigeria, par exemple,
Et c'est là où on reviendra peut-être plus tard sur le marché africain, parce que là, on parle vraiment c'est le continent qui a le plus besoin d'engrais. Et en même temps, bien sûr, si l'Algérie étant pratiquement un leader en Afrique, on va parler même de souveraineté, on va dire, continentale, même pas nationale ou régionale. Oui. Et donc, de ce point de vue, donc si on prend on va dire donc ce phosphore, ouais. Si vous mettez en place un moyen de transport à bas coût, oui. Vous pouvez effectivement l'emmener sur Bab el-Hadba par exemple, non pas à Bab el-Hadba, parce que l'usine de traitement en fait se trouve à Oued el-Kibrit. Oui. C'est là où il va y avoir effectivement production d'acide phosphorique, etc. Donc c'est surtout la maîtrise du coût du transport qui est important. Oui, du coût du transport. Et en même temps, vous créez en fait, c'est là où, si vous voulez, si vous prenez un petit peu le côté rentabilité, etc., je veux dire, le coût de la déphosphorisation peut être pris en charge par le fait de valoriser donc, ce déchet dans le phosphate, donc pour éventuellement préserver les ressources. Ou bien, par exemple, vous pouvez le vendre aussi pour quelqu'un, je veux dire pour des gens qui n'ont pas besoin d'une qualité. Donc, ce qui veut dire, en même temps, bien sûr, que vous baissez le coût de votre phosphate, vous baissez le coût de votre fer qui va devenir acier. Et donc, si on regarde vraiment les deux projets ou les trois projets miniers qu'on a actuellement, je veux dire, c'est une stratégie c'est ça. qui, on va dire, qui construction d'une charpente. Tout à fait. Multidimensionnel. Justement, on parle beaucoup de phosphate. Il est aussi stratégique pour l'Algérie que, par exemple, l'acier, le ciment de nos jours, Hicham. Oui, parce qu'on l'importe. Oui. Actuellement, on l'importe, donc c'est un... Déjà réduire la facture d'importation. Si on arrive à réduire ou alors annuler déjà la facture d'importation, donc ça sera un gain. Et aussi, on va exporter d'ici peut-être 2-3 années, on va commencer à exporter. Donc on se positionnera au niveau mondial parmi les leaders. Les 5, les 6 leaders du monde. Et du coup, ça sera en même temps un gain au niveau de la balance commerciale, mais aussi une augmentation des exportations hors hydrocarbures pour équilibrer cette balance c'est indispensable de l'équilibrer parce qu'on est à comme 95%. Il faudrait aller au moins vers les 30-70% d'ici 6 à 7 ans. On l'a dit, pour l'acier, ça reste valable, Samy. Le phosphate brut, c'est pas suffisant. Il va falloir le transformer pour qu'il soit plus rentable. C'est la même logique que pour l'acier. C'est la même logique. La transformation apportera une valeur ajoutée indéniable, d'autant plus que notre pays est quand même classé parmi les 10 plus importants producteurs de phosphate avec l'entrée en service de cette mine de phosphate. Il faut rappeler que les réserves qui sont estimées au niveau national à 3 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard simplement pour la mine de Bled El Hadba, vont contribuer à créer une dynamique intéressante, d'autant plus que les réserves estimées peuvent durer 80 ans. Donc 8 décennies, on voit bien cette importance stratégique. Et très rapidement, il peut y avoir, parce que c'est un véritable corridor qui est en train de naître sous nos yeux. Et à partir de là, on peut avoir un triptyque assez intéressant où c'est l'innovation, la création d'emplois et la montée en gamme avec finalement cette transformation du phosphate. Et la transformation du phosphate va somme toute consolider cette chaîne des valeurs ou cette chaîne de valeurs importante pour notre pays, et ça va se conjuguer également avec les autres projets miniers. Il ne faut pas oublier la mine stratégique de plomb et de zinc de Oued Amizour, en plus également de Raj Bilet. Donc c'est toute cette charpente qui est en train de se consolider sous nos yeux et finalement renforcer notre souveraineté énergétique et notre souveraineté nationale, tout simplement. Vous parliez tout à l'heure, M. Mohamedi, de rentabilité, justement. Ce processus de transformation du phosphate, c'est un processus coûteux. Est-ce qu'on a la ressource qu'il faut ou peut-on envisager des partenariats étrangers pour nous aider, justement, pour la maîtrise de ce processus de transformation ?
Si, en fait, il existe déjà des partenariats. Oui. Je suppose du côté phosphate, par exemple, vous avez un consortium donc, qui a majorité algérienne et en partie donc, chinois. Vous avez besoin, en fait, on a besoin de ce savoir-faire. Et on a besoin aussi de technologies performantes, comme c'est le cas, par exemple, la ligne du chemin de fer qui va de Béchar à Tindouf. Si ce n'était les moyens performants qu'on a mis en place, des gros moyens, je pense que le délai aurait été largement, on va dire, dépassé. Ouais. De ce point de vue, si vous voulez, il faut savoir que on va dire le phosphate lui-même peut effectivement, c'est-à-dire si on prend pratiquement l'investissement et tout ce qui va rapporter lorsque vous allez pratiquement passer en vitesse de croisière, pratiquement vous allez avoir peut-être des rentrées de 2 à 6 milliards de dollars, je veux dire par rapport à un investissement qui tourne autour des 7 milliards de dollars. Donc l'investissement est largement rentable, d'autant plus que la demande, je veux dire que le phosphate ou les engrais, qu'ils soient donc phosphatés ou azotés, donc sont un des éléments clés, si vous voulez, de la souveraineté alimentaire. Et nous savons qu'en Afrique, par exemple, c'est le continent, effectivement, qui a le plus besoin de ça. Bien sûr, les autres pays aussi, je veux dire. Mais l'Afrique, pourquoi? L'Afrique, d'abord, parce que nous avons effectivement cette profondeur africaine qu'on veut pratiquement mettre dans tous ces projets-là. La mise en place de la ZLECAf, par exemple, peut aider pour commercialialiser le phosphate en Afrique? Eh bien, c'est un des éléments clés, justement. La ZLECAf, justement. Qui est la zone de libre-écge africaine. Je veux dire, si vous mettez de la ZLECAf avec les coûts énergétiques que l'on a, c'est-à-dire le coût total, si vous voulez, du kilogramme, de la tonne de phosphate, vous allez voir que vous êtes pratiquement très concurrentiel, puisque vous n'allez pas payer de taxes pour la ZLECAf. Et alors là, le marché africain, donc, qui est pratiquement, vous avez pratiquement 2 ou 3 sociétés, effectivement, qui détiennent le marché des engrais. Donc là, nous, on va passer vraiment à la souveraineté, on va dire, continentale. Et là, on sera même, on va dire, en phase avec notre vision de l'Afrique, qui est celle, effectivement, du développement, de l'accès aux énergies, à l'eau, etc. Oui. Vous vous êtes intéressé, Samir Qaïdi, justement, au quai minéralier de Annaba. Quelles sont les technologies et les innovations mises en œuvre pour que justement ce quai minéralier ait sa place dans au moins le bassin méditerranéen, qu'il soit concurrentiel? Alors bon, pour ce qui concerne les technologies, je pense qu'il faut quelqu'un qui sera un peu plus spécialisé sur ces questions-là. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'il sera apte à accueillir 10 millions de tonnes par an de produits phosphatés pour l'exportation. Et je pense que l'ensemble des nouvelles technologies ont été mises en place pour assurer cette dynamique importante. Car, encore une fois, ce projet est intégré, il est structurel et structurant, et il contribuera finalement à, comment dirais-je, à bâtir une nouvelle dynamique régionale également. Car il ne faut pas oublier que non loin de Annaba, il y a le port de Skikda, qui est plus orienté sur l'exportation des hydrocarbures. Et là, on voit bien cette dynamique d'aller au-delà des hydrocarbures et de miser finalement sur une diversification concrète sur le terrain des hors hydrocarbures avec les produits phosphatés qui, effectivement, contribuera également à renforcer la souveraineté alimentaire avec les engrais. D'autant plus que notre pays a exporté, encore une fois, on parle du port, mais on peut aller au-delà et parler sur un plan un peu plus africain. Notre pays a exporté, si ma mémoire ne me trompe pas, plusieurs tonnes de produits phosphatés à destination de l'Ouganda il y a quelques mois. Alors, on a parlé justement de ce port. Il y a aussi la ligne ferroviaire Est. Est-ce que c'est le chaînon qui manquait justement entre les ressources que nous avons, les ressources naturelles,
et l'exportation, c'est ce chaînon qui manquait? Oui, pour être compétitif au niveau mondial, il faut avoir un transport efficace Oui. et fiable. Oui. Et le chemin de fer, c'est l'un des transports les plus efficaces parce qu'il peut tourner en 24 sur 24. Et en termes de coût, il coûte plus cher en termes de réalisation, mais il est rentabilisé à long terme. Mon collègue a parlé de 70 ans ou 80 années de projet, donc de fonctionnement. Et donc du coup, si on compare l'utilisation des camions à travers les routes, etc., ça aurait coûté peut-être 5-6 fois plus cher en termes de logistique. Oui. Donc du coup, le chemin de fer, non seulement c'est un moteur économique pour la région, donc Oui. pour 4, 5 wilayas, voire même plus, hein, parce Oui. que si on parle, le chemin de fer, il est interconnecté entre ouest, centre et sud, bientôt sud. Oui. Donc du coup, on aura création d'emplois, 12 000, 15 000 emplois directs. Et ensuite, il y aura la connexion entre les wilayas, donc Skikda, Annaba, Souqaras, etc. Donc ça, c'est le direct. Ouais. Et l'indirect, les emplois vont venir en termes de scientifiques, en termes de mécaniciens, en termes de... là, on parle pas uniquement des emplois directs. Donc ça, c'est au niveau national et pourquoi pas au niveau international, parce qu'on aura même des intervenants qui vont venir via les coopérations internationales. Ouais. Alors, il y a eu des défis techniques à rencontrer. Nous l'avons constaté lors de la visite du Premier ministre Sifir Eliyeb à Souqaras, où il a mis l'accent justement sur... on ne construit pas une ligne ferroviaire aussi facilement dans le sud, hein, où la géographie et la topographie le permet, que dans le nord. Quels sont les défis qu'on rencontre souvent? Alors, c'est très juste, il y a des défis topographiques, Ouais. le relief qui est Il faut donc accidenté beaucoup également. d'ouvrages d'art, des tunnels, Exactement. des ponts. Voilà, il y a plusieurs ouvrages d'art et des tunnels qui sont prévus. Mais ce qui est extrêmement positif, parce que lors de sa visite, le Premier ministre s'est particulièrement rendu sur un tronçon, celui qui relie la commune de Daraa dans la wilaya de Souqaras à Boucheggouf dans la wilaya de Guelma sur un linéaire de 121 km. Et il a insisté sur, comme je l'avais évoqué un peu auparavant, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la cadence des travaux, mais tout est prêt pour une livraison à la fin de l'année 2026. Autrement dit, les compétences algériennes sont sur le terrain, sont en passe de relever ce défi qui est la livraison à la fin de cette année de... Il a mis l'accent sur deux choses, hein, la qualité des infrastructures. Bien entendu, c'est-à-dire que sûr, la le livraison respect doit des être délais. dans les délais impartis, avec la qualité qui doit aller avec, ça va de soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos compétences sont en passe de relever une nouvelle fois ce pari, ce défi, et ça montre encore une fois que l'Algérie... Je vous dis ça, Samir Qaïdi, désolé de vous interrompre. Par rapport au respect des délais, on insiste maintenant sur le respect des délais, alors qu'à un certain moment, on pensait que c'était une fatalité. L'Algérien ne pouvait pas respecter les délais quand il s'agit des projets chez nous. Vous savez, Halim, je pense que c'est en réalité beaucoup de préjugés, car on voit bien que dans divers projets stratégiques, on peut parler aussi du dessalement de l'eau de mer, où les compétences algériennes... Depuis quelques années Attendez, seulement, écoutez, on respecte nos délais, Oui, alors tout à fait. qu'avant, Mais on ne les respectait pas. Je vais aller un peu plus loin. Ouais. Au-delà de respecter les délais, les compétences algériennes livrent en avance. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. En ce qui concerne les projets de dessalement de l'eau de mer, Ouais. le projet stratégique de Rajbilet, et il n'est pas impossible qu'il y ait également pour ce projet de la ligne ferroviaire minière de l'Est une livraison avant les délais impartis. Oui. Et donc ça montre encore une fois que notre pays est en train de gagner en maturité sur le plan technique, sur le plan aussi de l'infrastructure et des compétences qui relèvent les défis en peu de temps, avec finalement cette vision qu'on peut faire sans l'expertise de l'étranger. Et on le voit bien aujourd'hui dans divers projets où les Algériens ont livré ces projets avant les délais impartis. Et moi, ça ne me surprendrait pas que dans ce cas de la ligne minière de l'Est, il y ait également une nouvelle surprise et une livraison avant la fin de l'année 2026.
Oui, c'est ce qui fait un peu la fierté maintenant de l'Algérien. Oui, monsieur Et puis je Mahdi, vous vouliez- rajouterais, je veux dire, par rapport à ces histoires de lait, Ouais. c'est que l'Algérie, en fait, il y a une continuité. Je veux dire, tout ce qui a été fait auparavant, par rapport aux cimenteries, par exemple, Oui. en termes de capacité, je veux dire qu'on a maintenant, pratiquement on exporte du clinker, du ciment, etc. C'est des choses qui n'existaient pas, je veux dire, dans les années 70. Oui. Donc, tous ces investissements dans le domaine des ciments, dans le domaine du C'est dessalement monté d'eau, en gamme, un peu. donc, ils ont préparé, si vous voulez, un petit peu de terrain Oui, pour donc ces méga projets. c'est ça. Et toute l'expérience qui a été acquise, donc, qui a été capitalisée, et bien sûr, on parle aussi d'équipements qu'on n'avait pas un petit peu à l'époque. Hein. Maintenant, vous avez des grues, vous avez des pompes à Oui. béton qui peuvent débiter, je veux dire, des mètres cubes. Donc ça, effectivement, ça a changé la donne un petit peu par rapport, bien sûr, au chantier qu'on avait d'habitude avec pratiquement 1 millier d'ouvriers, avec une pelle, etc. Ouais. Donc on est vraiment passé à la mécanisation, entre guillemets, Ouais. et je pense que ça fait la différence donc par rapport à... Il y a aussi, Justement, il y a aussi le côté. On sent que c'est une stratégie réfléchie. La dynamique, elle est là, mais c'est réfléchi. Hein. Lorsqu'on voit tous ces chantiers qui sont lancés en même temps, il y a une certaine dynamique qui est enclenchée depuis un moment maintenant. Oui, c'est une intégration stratégique. C'est ça. Et au noyau, on peut rajouter, et c'est très très important, c'est un élément très important, c'est la ressource humaine, c'est l'humain scientifique Oui. qui est au noyau. Parce que sans la science, on n'aurait pas eu ce genre de ciment, on n'aurait pas eu ce genre de modélisation 3D avant de creuser un tunnel. Donc on a fait confiance à nos scientifiques et nous avons des universités qui regorgent de scientifiques, nous avons des centres de formation professionnelle à qui on peut faire confiance. C'est des gens qui sont motivés, à condition bien sûr de leur offrir du matériel et des conditions de travail bien sûr adéquates. Et donc la preuve y est. Donc on est arrivé à livrer même avant les délais. Donc c'est une stratégie qui commence à donner ses fruits, Voilà. justement. Et des ouvriers spécialisés aux simples ouvriers également. C'est ça qui mérite d'être souligné également. Tout en continuant à former, justement, aussi bien des ingénieurs que la main-d'œuvre D'ailleurs, en parlant dans des de- domaines qui n'étaient pas forcement Tout à fait. des domaines de formation à un certain Tout à fait. moment. D'ailleurs, il faut Intégrer ces spécialités. Tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler que la Sonarem a décidé d'employer plus de 1000 ingénieurs sur la campagne 2026-2027. Oui. Puisqu'on parle d'ingénieurs, on parle aussi d'un aspect très important, surtout quand on parle de projets aussi importants que ceux-là. Il y a un aspect auquel on doit penser, Monsieur Mohamedi, c'est l'aspect environnemental. C'est un aspect qui est pris en compte. Ah, bien sûr. Vous savez, quand on reparle un petit peu, je veux dire, compétences, ingénieurs, formation, etc. Donc ce type de projet ne se fait pas en une semaine ou en une année ou en 2 années. Je peux vous dire, oui, il faut remonter peut-être aux années 70, tout en, bien sûr, en tenant compte un petit peu de ce qui a été fait auparavant. Oui. Vous avez un certain Georges Mathéron, par exemple, qui a écrit, c'est un mathématicien qui est à l'école des mines de Paris, a écrit beaucoup de bouquins, d'études, etc. Donc vous faites, je veux dire, il y a des études de préfaisabilité, des études de faisabilité, des analyses d'échantillons. Donc c'est effectivement, c'est scientifiquement, avant d'arriver justement à... Vous avez une base sur laquelle vous... Oui. Une base, et bien sûr, vous avez besoin effectivement d'avoir des compétences à tous les paliers, que ce soit formation professionnelle, université, école d'ingénieurs, etc., qui utilisent des outils, parce que ça aussi c'est important, des outils de modélisation, comme ça a été dit, des outils on va dire de calcul, et donc ça vous donne à peu près la faisabilité du projet, avec les coûts, la tonne de phosphate, combien elle vous revient, la tonne d'acier, combien elle vous revient, et ensuite, bien sûr, c'est sur on va dire ces études-là que l'on va passer à la décision. Oui. Et cette décision-là n'est pas fortuite aussi. C'est pas, on va dire, vous jouez au dé c'est vraiment quelque chose de réfléchi, de rationnel, où on va même synchroniser. Et je pense que les gens, on va dire de bonne foi, peuvent remarquer, par exemple, effectivement, la simultanéité, la modularité entre tous ces projets-là.
et les projets ferroviaires, le quai minéralier, Oui. même le quai minéralier lui-même, je veux dire, déjà, lui-même ne suffit pas. Je veux dire, vous devez assurer la continuité de livraison du phosphate, du minerai. Oui. Donc, ce qui fait que vous devez prévoir des aires de stockage suffisantes pour que le minéralier ne reste pas une semaine ou un mois, ce qui Tout à va fait. vous causer des surestes arides. Tout à fait. Tout à fait. Donc tout a été réfléchi. Et en tout cas, je veux dire, si on regarde ce méga projet, sincèrement, c'est réglé comme du papier musique, si vous voulez. Ouais. Aussi bien par rapport aux impacts, je vais dire, chez les voisins, sur les zones frontalières, que sur les autres secteurs. Enfin, on peut en parler de toute façon. Oui, je voudrais justement vous relancer par rapport à ça. On parlait de conquérir de nouveaux marchés et nous savons à quel point ces marchés sont très regardants par rapport aux normes. Il y a aussi un travail à faire justement dans ce sens. Bien sûr, les normes. Pour que notre phosphate réponde. Vous m'aviez parlé tout à l'heure, par exemple, du projet du corridor South 2, hein, qui va aller vers l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus. Qui va déboucher pratiquement à travers la Tunisie. Il débouche sur Oued Saf, qui est pratiquement à 300 km de Beled El Hadba. Donc, imaginez, parce que l'hydrogène va partir d'Algérie, par exemple. Oui. Donc il va partir de zones où vous avez des centrales à énergie renouvelable. Donc généralement, c'est des centrales photovoltaïques, Oui. avec bien sûr un système d'électrolyse pour pouvoir produire cet hydrogène vert. Et cet hydrogène vert, justement, qui part dans le cadre du South 2 Corridor, et qui est donc un projet qui a bien avancé. Je veux dire, même l'Algérie est partie prenante. Donc cet hydrogène-là peut prélever une partie et peut servir à faire du fertilisant, des engrais verts. D'accord. Ce qui, d'ailleurs, cet engrais vert-là, ensuite va avoir en fait des certificats qui vont lui ouvrir, c'est comme un passeport, hein. Donc aussi bien les marchés européens qui sont très contraignants par rapport au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, que, on va dire, les pays africains. À partir du moment où vous voulez décarboner votre industrie, votre agriculture, vous avez besoin, si vous voulez, de cet hydrogène vert-là. Donc, si vous voulez, encore une fois, le projet peut être lié, si vous voulez, à ce grand corridor et créer peut-être même ce qu'on appelle des Green Hydrogen Valleys, donc des vallées d'hydrogène vert, où vous allez commencer à implémenter, si vous voulez, même des stations peut-être de carburant, même si l'hydrogène vert n'est pas trop recommandé pour la mobilité, mais il est recommandé pour les secteurs qui sont difficiles à décarboner. À savoir tout ce qui est industrie fertilisant, les ciments, et l'Algérie est un des leaders en Méditerranée, les aciers, donc on parle l'électricité, l'hydrogène. Ça, c'est les premiers produits qui vont être taxés à partir donc, de cette année-là. Donc, si vous voulez, on va un petit peu essayer effectivement de prévoir un petit peu ce qui va se passer en 2027. On a intérêt à faire en sorte que nos produits soient neutres, décarbonés, ou bien neutres. Hein. On a intérêt à ce qu'ils rentrent dans la circularité. Et ça, par exemple, c'est par exemple les scories de la mine donc, de Garage Billet, une fois qu'elles sont transformées, bien sûr, à Béchar. Hein. Parce qu'en fait, aussi bien du côté de Oued El Kibrit, par exemple, la transformation, que du côté Béchar, où il y a de la transformation en pellets, concentration de ce minerai-là, pour enlever en fait toute la gangue, les roches, etc. Ça ne sert à rien de transporter, si vous voulez, sur 1000 km un produit qui n'a pas de... disons les impuretés. Hein. Voilà, on va enlever toutes les impuretés. De ces impuretés. Donc vous allez effectivement jouer même sur l'abaissement du coût, notamment en termes de logistique. Et là on parle aussi de logistique 4.0, hein, dans le cas par exemple de Bled El Hadba, c'est-à-dire que c'est des trains, des wagons qui ont la priorité par rapport aux voyageurs, parce qu'il y aura des trains voyageurs. Oui, aussi, oui.
Et à ce moment-là, bien sûr, on va utiliser des technologies de type IoT, par exemple. C'est pratiquement une espèce d'optimisation qui va se faire de telle façon à ce que le coût du transport soit le plus bas possible. Oui. Et donc, c'est ce qui fait que, pratiquement, je vous dis, ces projets-là vont pratiquement non seulement faire bouger les autres secteurs, Oui. y compris, je veux dire encore une fois, les zones frontalières, parce que si vous regardez de l'autre côté de la frontière, vous avez la Tunisie qui est un grand producteur de phosphate aussi. Oui, d'ailleurs, vous m'aviez parlé justement de la visite du Premier ministre lors des célébrations. Oui, ça qui est Sidi Youssef, oui. Il y a des projets qui ont été abordés dans ce sens aussi. Tout à fait. Oui. Il y a des projets, il y a des mémorandums d'entente, il y a de l'expérience à échanger, parce Oui. que les Tunisiens aussi ont une expérience dans le domaine. Et ça peut créer aussi des débouchés pour les phosphates tunisiens pour partir à travers le quai minéralier. Et en même temps, bien sûr, vous allez interconnecter, on va dire, toutes ces régions-là. Et je pense que ça apportera, on va dire, de la prospérité de part et d'autre. Et là, on passe. C'est du gagnant-gagnant pour les deux parties. Vous vouliez rajouter quelque chose, Samir Oui, c'est Reibi? du développement durable également. Ouais. Et notamment pour les populations frontalières. Oui. Car en plus de tous ces projets, cette interconnexion, il y a également un autre projet aussi de taille, c'est cette zone franche aux frontières et qui contribuera également à unir tous ces efforts dans le sens d'un développement durable, d'un développement propre également, on a pu aborder toutes ces formes-là qui ont été également abordées pour la question de la mine de Rajbilat, où là il y a la production aussi d'énergie solaire avec la centrale photovoltaïque, mais également la production de ce qu'on appelle l'acier vert. Donc je pense que tous ces éléments vont encore renforcer, vont consolider le développement local et sortir peut-être cette région de l'extrême est du pays et l'interconnecter également avec la zone franche, avec le port de Annaba, avec toutes ces wilayas aussi, parce que ça traverse plusieurs wilayas. Il y a les wilayas de Tbessa, de Sogaras, de Galma, de Annaba, donc il y a plusieurs wilayas qui sont concernés aussi par ce projet stratégique, et je pense c'est finalement consolider une vision industrielle du pays. Et là, c'est finalement atteindre des objectifs qui ont été tracés depuis les années 70. Oui. Alors, l'impact directement pour le citoyen, puisque c'est ce qui l'intéresse en premier lieu. Alors, il y a justement, comme le disait Sami, il y a toutes ces wilayas qui vont bénéficier de ces projets, Annaba, Souq Haras, Tbessa, mais pas que, on peut peut-être même voir d'autres villes émerger et sortir de terre grâce à des projets d'une telle envergure, Hicham. Effectivement, parce que déjà, le chemin de fer va créer un dynamisme au niveau donc, local de ces wilayas. Donc, si on parle de Annaba, si on parle de Tbessa, etc. Donc, mais après ça, il va être demandeur d'emplois, donc même ces villes ne peuvent pas fournir autant d'emplois. Donc du coup, il y aura un contraire, il n'y aura plus d'exode rural, mais au contraire peut-être on aura des personnes qui vont partir de Constantine ou d'Alger, etc., travailler parce que des migrations pendulaires un peu. Oui, parce que l'essentiel c'est d'être efficace. Et ça va créer d'autres industries. Parce que l'industrie suit le chemin de fer. Si on aura des demandes industrielles à travers ces wilayas, ça va créer des dynamismes. Donc on n'aura pas les 12 000 emplois, mais on aura peut-être x5 ou x6 s'il y aura des industries. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres, mais s'il y aura des industries, on aura probablement un dynamisme très très important au niveau de cette zone. Pourquoi pas aussi des emplois créés, même les Tunisiens peuvent venir pourquoi pas, bien sûr. pour le partage de leur expérience et pour la logistique internationale, si on veut réfléchir gagnant-gagnant sur la zone africaine. Parce que la zone africaine, c'est une zone très très riche.
est très qui demande beaucoup d'engrais, par exemple. Et du coup, donc, cette mine va travailler du 24 sur 24. Et si on parle de l'industrie 4.0, il y aura du train du 24 sur 24. Il y aura des usines qui fournissent ces trains aussi. Le port de Annaba, aussi le port de Skikda, mais aussi le port, pourquoi pas, de Jijel après et Alger. Et tout ce dynamisme va créer un échange local, interconnexion et échange local et international qui va augmenter sa part de PIB d'une manière très importante. Très, très simplement aussi, on parle peut-être de ces opportunités d'emploi, mais il n'y a pas que dans les emplois indirects, il y a aussi l'hôtellerie, la restauration, tout ça peut être aussi bénéfique à ces régions, Samy. Voilà, et ça va appeler finalement d'autres secteurs qui vont bénéficier directement ou indirectement de ces projets-là et redynamiser des régions qui sont connues pour leur potentiel agricole, il ne faut pas l'oublier, notamment en blé, en production de blé. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est la montée rapide en gamme, car la mine de Bled El Hadba, après son entrée en service au début du premier trimestre 2027, contribuera à transporter 3 millions, enfin jusqu'à 5 millions de tonnes par an, puis il y aura une montée rapide en gamme en 2030 avec 10 millions de tonnes. Donc on voit bien que le transport de cette matière va monter rapidement en gamme. Monsieur Mohamedi, presque pour conclure, on doit s'attendre à quoi dans les prochaines années? Et quels sont les grands chantiers ou les grands projets qu'on lancera aussi dans le cadre justement de cette politique générale des mines C'est sûr que le secteur minier, on va dire, si on reprend un petit peu ce qui a été dit un petit peu sur Garage Billet, le géant endormi, The Sleeping Giant, comme ça. Qui se réveille, effectivement, le secteur des mines, je pense, s'est réveillé au bon moment. Parce que, pratiquement, c'est des réserves qui ont été préservées. Donc, on a financé pratiquement le développement à base d'hydrocarbures. Maintenant, c'est le moment, si vous voulez, de préserver ces ressources gazières, ces ressources pétrolières, parce qu'elles peuvent servir autrement, la pétrochimie, elles peuvent servir aussi à faire notre transition. Et on est en C'est un peu soulager justement le secteur des hydrocarbures. Tout à fait. Et d'ailleurs, même dans le schéma, je veux dire, quand on parle un petit peu vous avez aussi le gazoduc qui vient le transsaharien qui vient du Nigeria. Lui va apporter aussi si vous voulez, de l'eau, si vous voulez, au moulin, un petit peu de la stratégie algérienne en termes de hub gazier. On va devenir peut-être normalement un hub phosphatier et un hub, on va dire, minéralier, etc. Donc, je pense ces places-là, c'est là où il faut... on n'est pas loin des top 10, on va dire. On est dedans, mais je pense qu'on peut, avec cette... vitesse, si vous voulez, de développement qui va, si vous voulez, en plus tenir compte, si vous voulez, de l'Afrique, de la ZLECAf, de la zone arabe aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a des zones arabes de libre-échange. De libre-échange. Donc tout ça va permettre effectivement d'aller vers, on va dire, une stratégie cohérente avec toutes les stratégies qu'il y a autour. Parce que il y a des stratégies, on n'a pas encore de stratégie bas carbone, on a une stratégie hydrogène par exemple qui existe. On a tout ce qui est, on va dire, impact environnemental, tout ce qu'on a signé, etc., qui va faire que notre démarche devrait aboutir, on va dire en 2050, à cette neutralité carbone. On peut aller vers cette circularité économique, en essayant effectivement de créer cette symbiose entre les différentes mines, parce que les mines, là aussi, si on regarde le tracé des voies ferrées, c'est là où on voit le génie, si vous voulez, des architectes qui ont pratiquement monté ces projets. Encore une fois, je veux dire, on leur rend hommage parce que... c'est ça, on pense que... C'est comme une symphonie. Hein, tout à fait. Donc tout ça va permettre, si vous voulez, justement, je reviens au tracé. Si vous regardez le tracé,
depuis Garage Billet, Tindouf, etc. Vous avez toutes les mines de manganèse, je ne sais pas, de wolfram, De barite également. de barite, de potasse, etc. Enfin, vous avez tous les minéraux qui font, si vous voulez, l'objet actuellement d'une course, je veux dire que c'est des matériaux critiques. Oui. Et on sait que, par exemple, la transition énergétique, l'électrification n'aura pas lieu. Les voitures électriques, si vous voulez, le marché ne va pas exploser si on ne trouve pas de ressources en cuivre, par exemple. Et on sait qu'en 2030, le cuivre va manquer. C'est pour ça que des pays comme la Hollande ont décidé qu'en 2040, par exemple, ils vont recycler le maximum de cuivre. Donc nous, on a la chance d'avoir pratiquement tous ces métaux-là. Et je rajouterai même, entre parenthèses, le projet de Karim Zrib, professeur Karim Zrib, il est en train de travailler sur les futures batteries, donc lithium, fer, phosphate, qui sont pas chères, qui n'ont pas les inconvénients des batteries qu'on a actuellement. Et en plus, on les a, je veux dire, sur place. Demain, l'Algérie peut devenir, avec peut-être l'usine de Mechria, puisqu'il y a une usine de véhicules électriques qui est en train de se monter. Donc, on deviendra un grand producteur, fabricant on va dire, de batteries. De ces batteries-là. Et pour conclure, le projet important pour l'instant, c'est la réception de la mine de Ouadamizor de plomb et de zinc. C'est ça? Oui, je pense qu'elle est en bonne voie. Donc, une fois qu'on a là aussi le zinc et le plomb, ce sont aussi des métaux qui sont importants pour la transition. C'est la prochaine étape, c'est le prochain grand projet qu'on doit attendre? Oui, avec la ligne de Tamanrasset, par exemple. Très bien. La voie ferrée qui va partir sur Tamanrasset, là aussi, elle est encore très stratégique, on va dire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mohamdi. Hélas, on n'a plus le temps. Ça m'est voulu très rapidement. Sinon, je vais avoir les gens de la programmation sur nous. Ce corridor de l'Est contribuera également à marquer le retour en force d'El Hajar et de réanimer également les mines de Wanza et la mine de dolomite de Oued El Kebrit. On y reviendra, Sami. Et vous serez invités, je vous rassure. Donc merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous M. Kamel Mohamdi. Vous êtes expert en développement durable et enseignant à l'université de Boumerdès. Merci beaucoup, M. Mohamdi. Puis nous avions avec nous nos deux consultants, Samir Qaidi et Hicham Babahmoud. Merci beaucoup, messieurs. Merci à nos amis techniciens du studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.